Bonsoir à tous. Très très content d'être là à Strasbourg. La dernière fois que j'ai vu Maxence, on était à Toulouse, donc on fait la France entière. Super sympa. Donc on parle de santé. Quand on parle de santé, de produits de santé, etc., je voudrais juste commencer en vous rappelant qu'une des grandes demandes des Ukrainiens aujourd'hui, c'est des produits de santé. Et ces produits de santé, il faut qu'ils arrivent jusqu'à chez eux. Donc il y a des associations humanitaires qui savent bien les acheminer. Je ne sais pas si vous savez, mais aux frontières de l'Ukraine, tout autour de l'Ukraine, il y a des tas de gens qui ne sont pas toujours animés de bons sentiments. Je ne parle pas côté russe, je parle de l'autre côté, enfin évidemment côté russe, mais de l'autre côté aussi. Ils ne sont pas toujours animés de bons sentiments. Et l'acheminement de produits humanitaires, en général, est vite confisqué. Il y a énormément de mafias, il y a énormément de gens qui viennent malheureusement faire de la traite d'êtres humains, etc. Donc on se demande souvent qu'est-ce qu'on peut faire pour l'Ukraine. Alors j'ai juste un truc à vous dire, si c'est une question que vous posez, c'est de donner de l'argent autant que vous pouvez, enfin dans la mesure de vos moyens bien entendu, c'est de donner de l'argent à des associations humanitaires qui savent faire. Par exemple, il y a des gens qui vous expliquent qu'ils savent suivre un camion de médicaments ou de produits médicaux jusqu'à l'hôpital à Kiev, et ils prennent des photos et on voit bien que c'est le bon camion qui est bien arrivé, etc. Parce que la plupart du temps, malheureusement, ça n'arrive pas. Bon voilà, c'était un petit aparté, mais si c'est quelque chose que vous avez envie de faire, ben voilà, vous ne gênez pas avec des associations qui savent faire, donc soyez vigilants aussi sur les associations. Voilà, c'est tout pour cet aspect-là, mais je trouvais que c'était important. Alors, on fait beaucoup de partenariats, sachant que le partenariat dans la santé, c'est quelque chose qui est pas complètement évident, parce que dans un système de santé, il y a trois grands protagonistes. Il y a les patients, et même tous les citoyens qui sont un jour patients, un jour aidants, un jour qui payent. Il y a les payeurs, que les patients payent. L'assurance maladie, vous payez de l'argent, ils vous rendent d'une façon ou d'une autre, mais vous payez quand même. Et puis, il y a les fournisseurs de soins. Alors, les fournisseurs de soins, il y a les hôpitaux, mais il n'y a pas que les hôpitaux, il y a plein d'autres gens, évidemment, tous les professionnels de santé, mais également vous, dans la mesure où vous allez faire de la santé digitale. La santé digitale, c'est un fournisseur de soins. Vous allez rentrer dans la catégorie fournisseur de soins. Alors, on a vu tout à l'heure, avec l'excellent exposé de Stéphane Pardou, que souvent, ces fournisseurs de soins digitaux, ils avaient un peu de peine à trouver leur modèle économique et qu'ils attendaient beaucoup du payeur unique, en France quasiment, qui est l'assurance maladie. Mais voilà, vous rentrez dans la catégorie fournisseur de soins, et aussi dans la catégorie fournisseur de soins, il y a aussi les industriels de santé. Alors, vous n'êtes pas sans savoir, je crois est-ce qu'il y a des industriels de santé dans la salle, là, qui lèvent la main? Non? Oui. De quelle entreprise? Intersystème. Alors, vous n'êtes pas vraiment industriel de santé. Voilà. Alors, des industriels de santé, c'est des laboratoires pharmaceutiques, dispositifs médicaux, des choses comme ça, souvent. Hein. Et vous n'êtes pas sans savoir que ces industriels, ils participent énormément, mais ils n'aiment pas trop qu'on parle d'eux. Ils gagnent pas mal d'argent, en général. Tant mieux pour eux. Ils nous fournissent des médicaments et des tas de choses très utiles. Et ils participent beaucoup au système. Alors, ils gagnent, mais avec cet argent, souvent, ils le remettent un peu dans le système. Et souvent, les porteurs de projets de santé digitale vont chercher les industriels de santé. Donc, il faut... pour se faire financer. Donc il ne faut surtout pas oublier les industriels de santé dans votre paysage, c'est super important. Donc voilà, on a ce genre de gens autour de la table, et on se dit, bon, c'est très bien, est-ce qu'ils se parlent? Est-ce que ces gens-là se parlent? Est-ce qu'ils arrivent à améliorer le système? On a vu tout à l'heure, encore une fois, alors je vais mettre sa modestie à mal, mais l'exposé de M. Pardo était vraiment génial. Merci encore. Est-ce qu'ils se parlent? On a vu tout à l'heure que ce n'était pas très très évident. Et donc, est-ce que des partenariats peuvent améliorer notre système de santé? Les patients sont de plus en plus impliqués dans le système. On leur demande souvent leur avis.
N'empêche que pour l'instant, les patients sont plus des objets que des sujets. Tout à l'heure, M. Pardoux disait les médecins, ils n'aiment pas trop qu'on vienne contester leur savoir. C'est un peu ça. Voilà, et les patients, ils ne savent pas grand-chose. Ils sont là pour se faire soigner. Voilà, hein. Vous savez combien de temps un médecin consacre à l'éducation thérapeutique en moyenne quand il a une consultation? L'éducation thérapeutique, c'est expliquer le traitement qu'on donne. Un médecin, il va donner un traitement à un patient. Vous savez combien de temps il passe à expliquer le traitement en moyenne? 5 minutes. 1 minute? Je ne demande pas à M. Pardoux, il sait. Non? 8 secondes, en moyenne. 8 secondes sur une consultation qui dure 15 à 20 minutes. C'est la moyenne qui a été constatée. C'est, bon, voilà, pour vous expliquer, vous prenez tel médicament, tel autre médicament, vous le prenez à telle heure, telle posologie, etc. Résultat des courses, souvent, l'éducation thérapeutique se fait par la voisine, la concierge, la cousine, le livreur, le pharmacien, des fois, voilà, qui dit bah, la pilule bleue, moi je ne la prendrai pas à votre place parce que ça me fait un peu mal au ventre. Et ça, c'est de l'éducation thérapeutique, c'est pas terrible. Autre chose, est-ce que vous savez, on parle beaucoup aussi d'observance. Hein, je pense est-ce qu'il y a il va y avoir des sujets d'observance dans le hackathon? Non, vous ne savez pas encore? Il y en a, tu ne sais pas, Maxence, s'il y a des sujets d'observance? Non. L'observance, c'est un vrai sujet. Hein, c'est-à-dire, est-ce qu'on prend les médicaments ou pas? Est-ce qu'on les prend bien, etc. Je ne sais pas si vous savez, mais à Curie, l'Institut Curie, qui est un des plus grands instituts de lutte contre le cancer en France, et qui est à Paris, à l'Institut Curie, les séances de chimiothérapie sont double bookées. Pourquoi? Parce que il y a entre un tiers et la moitié des patients qui ne se présentent pas. Alors que c'est un sujet de vie ou de mort. Hein. Les patients ne se présentent pas parce que l'observance n'est pas terrible en France, et ce n'est pas que en France d'ailleurs. Donc on essaye d'expliquer aux patients des tas de choses, mais les patients sont encore des sujets, c'est pas des objets, je veux dire, c'est pas encore des sujets, c'est pas encore, ils ne sont pas considérés comme majeurs, une espèce de minorité un peu bizarre. Et d'autre part, ils ont un pouvoir économique, les patients, mais leur pouvoir est indirect. C'est-à-dire que l'argent qu'ils donnent aux payeurs, ils le donnent aux payeurs, ils ne le donnent pas directement au système de santé, aux fournisseurs de soins immédiatement, ils le donnent à un payeur qui régule tout ça, tant mieux, qui régule l'accès aux soins, qui régule l'organisation des soins, tout ça, mais finalement, qui n'est pas, il n'y a pas de lien direct. M. Pardoux disait tout à l'heure qu'aux États-Unis, le lien est plus direct, on verra comment tout à l'heure. Donc les patients ne sont pas encore très bien écoutés, et le payeur, lui, et le ministère de la Santé qui va avec, est lui chargé de l'organisation des soins et de faire en sorte que la santé publique soit la meilleure possible. Et donc il a une vision un peu plus populationnelle et un petit peu moins individuelle. Et du coup, notre système de santé devient un système très très transactionnel. Vous allez voir un médecin. Je vais vous raconter une anecdote. Je me suis cassé le bras, je suis tombé sur les pavés parisiens. Ils sont durs, les pavés parisiens. Madame Hidalgo, il y a des trous sur les pavés parisiens, donc je suis tombé, bon, à vélo. Je me suis cassé le bras. Bon. Et là, me voilà, je vais aux urgences. Et là, on me dit, on prend une radio, on me dit, ah oui, vous êtes cassé le bras. Bon, ben, mettez-vous une attelle, rentrez chez vous. Revenez dans 15 jours. Bon, on ne me dit rien d'autre. On ne me donne pas de radio, rien du tout. Bon, ok. Je rentre chez moi, je reviens 15 jours après, on me prend une radio, on me dit, vous pouvez enlever l'attelle, allez faire de la kiné, salut. On ne me donne pas de radio, rien du tout. Je vais voir le kiné, je lui dis, quand est-ce que ça se termine? Il dit, je ne sais pas, on verra quand vous irez mieux. Il me dit, mais vous n'allez pas voir un autre médecin? Bah non, on ne m'a rien dit. Donc on est mineurs, si vous voulez. Si on ne se prend pas en main soi-même, il n'y a pas de suivi du patient. Il n'y a pas vraiment. Donc ça reste très transactionnel. Notre santé est transactionnelle.
C'est bizarre de penser que c'est transactionnel comme ça. Donc, comment on fait pour passer d'une santé transactionnelle à une santé plus suivie, donc à faire en sorte que des parcours soient mis en œuvre, etc. Et est-ce que c'est simplement possible? Est-ce qu'on peut arriver à passer de cette santé transactionnelle à une santé, j'allais dire, de prise en charge de populations qui, par exemple, ont tous le bras cassé et qui à qui on flécherait d'une certaine façon le parcours? C'est là que le digital entre en jeu, clairement. C'est là qu'on peut arriver, avec le digital, à donner beaucoup plus que ce qu'on est capable que ce que le système de santé est capable de donner aujourd'hui, et de le donner sous une forme plutôt agréable. M. Pardoux disait tout à l'heure, on peut rester chez soi pour faire quasiment tout, et même une partie de la santé peut être traitée chez soi. Et donc, ce parcours qu'on appelle de nos voeux, le digital va permettre de donner de l'abondance, là où aujourd'hui notre système de santé commence à donner plutôt des signes de rareté. Il n'y a pas assez de médecins, il n'y a pas assez d'infirmières, il n'y a pas assez de tout ça. Est-ce que le système de santé peut retrouver de l'abondance? Non, pas facilement. Est-ce que le digital peut amener de l'abondance? Oui, certainement. Alors c'est ce qu'on fait chez Digital Pharma Lab. On s'est dit collaboration plus digital égale abondance plutôt que rareté. Donc, on a lancé un certain nombre de choses. On a lancé notamment quelque chose qui s'appelle Coalition, donc c'est en haut à gauche au milieu, là. Coalition Next, c'est le regroupement d'un certain nombre de laboratoires pharmaceutiques et de dispositifs médicaux, d'établissements de soins et d'autres entités comme par exemple Angel Santé, dont vous entendrez parler juste après moi, qui ont décidé de lancer des appels à projets un par an pour trouver des systèmes digitaux innovants pour aider les patients à être mieux soignés. Alors, tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez entendu au tout début Julien Delpech là, qui parlait de son moment de quasi-naufrage, comment il appelait ça, de tempête, qui était le 20 mars 2020. Nous, ça a été une épiphanie. Le 20 mars 2020, c'est l'inverse. Parce que le 20 mars 2020, il y a Franck Mouton, qui a parlé aussi tout à l'heure, président de France Biotech, et le président français d'AstraZeneca, qui m'ont appelé en disant on aimerait lancer une initiative, tu as une idée? Et on a monté Coalition Next. Et en fait, pendant tout le moment du confinement, qui a duré quand même 2 mois, on a travaillé 18 heures par jour pour monter ce système et le faire fonctionner. À ce jour, Coalition Next, on en est à notre troisième édition. La première édition, on a eu 405 startups qui ont répondu. La deuxième édition, on en a eu 320. Cette troisième édition, on a été un peu plus modeste. On a essayé de rendre les critères un peu plus restreints. On a quand même 180 startups qui ont répondu, avec des sujets qui sont des sujets qui ont été délibérément choisis par les établissements de soins et par les laboratoires pharmaceutiques. Les laboratoires pharmaceutiques et dispositifs médicaux financent des expérimentations à l'hôpital. Alors, je suis un peu immodeste, mais tout à l'heure on a parlé de l'appel d'offres tiers-lieu d'expérimentation qui va se dérouler, qui va donner de l'argent à des établissements de soins qui vont expérimenter, qui vont mettre en place des chambres d'expérimentation chez eux. On fait la même chose depuis 3 ans. La première année, on a financé pour à peu près 3,5 millions d'euros. La deuxième, 2,5 millions. Cette année, je ne sais pas combien, on va voir. Et les 2 premières années, on a financé à peu près 35 expérimentations dans une 50aine d'établissements différents. Vous avez vu Calmedica. Calmedica était lauréat 2 fois de Coalition Next, et ça a été à un moment clé pour eux une stratégie d'accélération très forte. Alors,
on n'est pas seulement des bienfaiteurs de start-up, hein, de start-up du digital en santé. Les hôpitaux qui utilisent ce système peuvent expérimenter des choses qu'ils ne pourraient vraisemblablement pas expérimenter tout à l'heure. Et si j'en crois ce qu'a dit M. Pardoux tout à l'heure, il a dit 100 000 euros, les hôpitaux ne peuvent pas mettre. Coalition Next met 100 000 euros, arrive à regrouper 100 000 euros pour faire des expérimentations. Donc voilà, si vous avez envie, si à un moment, votre start-up commence à prendre, pensez Coalition Next et Digital Pharma Lab qui va avec. Alors, on n'est pas les seuls. Il y a le Hacking Health Camp qui fait ça. Et il y en a d'autres. Mais, allez, je pense qu'on n'est pas trop mauvais. Voilà. Alors, il y a de plus en plus de partenariats, vous voyez. Donc l'appel de tiers-lieu d'expérimentation. Il y a eu un appel à projet. Il y a un appel à projet en ce moment pour aider un peu plus l'éducation des médecins et donc de faire en sorte de payer des écoles d'ingénieurs ou des facs de médecine pour faire en sorte que les médecins et les professionnels de santé puissent apprendre pendant leurs études, pas longtemps après, mais pendant leurs études, puissent comprendre un petit peu ce que c'est que la technologie, comment ça fonctionne, comment ça peut interférer avec leur pratique médicale. Et cet appel à projet est doté de 71 millions qui iront dans des établissements publics ou privés de l'enseignement supérieur. Donc l'État français s'y est mis assez largement dans un objectif très clair, à essayer de lancer des partenariats dans un objectif très clair, c'est de créer de l'emploi, donc de faire en sorte que de plus en plus de jeunes et de moins jeunes, comme vous voyez, moi je suis très jeune, mais enfin bon, un peu moins, que de plus en plus de jeunes et de moins jeunes se lancent dans le domaine de la santé numérique et de la medtech, parce que c'est un sujet d'avenir. C'est 12% du PIB français, la santé, donc, et la santé numérique va faire croître ce chiffre et faire en sorte que la santé passe devant la construction qui est à égalité avec la santé. En France, les plus grandes parts du PIB, c'est pour la santé et la construction qui sont à peu près à 12% chacune du PIB global. Et la santé, c'est difficilement délocalisable. Donc c'est super intéressant d'avoir des emplois en santé. Et en plus, la France a un atout fantastique, c'est vous, c'est-à-dire le système éducatif qui produit des gens de grande qualité, des ingénieurs, des gens qui sortent d'écoles de commerce, qui sortent d'études scientifiques, médicales et pharmaceutiques, et qui font que la France est parmi les meilleurs en termes de qualité de formation. Alors, on va avoir un petit problème. Je reviens à l'Ukraine. On va avoir un petit problème. Est-ce que vous savez combien il y a d'ingénieurs informatiques en France qui travaillent aujourd'hui en informatique? Vous avez une idée? Non? Bon, il y en a à peu près 350 000. Vous avez une idée en Ukraine combien il y avait d'ingénieurs en informatique? 300 000. Et en Russie? 500 000. On n'a plus accès à ces 400 000 et 500 000, à ces 350 000 et 500 000. C'est terminé, on n'a plus accès. Les Russes, à cause du boycott, les Ukrainiens, parce qu'ils ont autre chose à faire. Donc on va avoir un sujet assez grave, et très très vite, de pénurie. Donc si vous connaissez des gens qui ont envie de faire de l'informatique, et en particulier de l'informatique en santé, c'est le bon moment, parce qu'il va y avoir un sujet de pénurie, et il va y avoir une envolée des salaires. C'est toujours intéressant à savoir. Alors, c'est pas très marrant, mais c'est une opportunité. Donc, faire travailler ensemble, dans des partenariats, des gens qui viennent d'horizons différents, c'est aussi un sujet très important, parce que ça va créer des emplois. Et à la fin des fins, ce que voudrait le gouvernement français, c'est créer une industrie très forte avec plein de Doctolib, c'est-à-dire vraiment des licornes. Encore 10 minutes, c'est ça? Ouais. Des licornes. Tout le monde sait ce que c'est qu'une licorne? C'est quoi? Voilà. T'en as vu? Dans tes rêves. Ou alors la petite peluche de ta fille, peut-être. Voilà. Non? Une licorne, oui?
Voilà, valorisation à plus d'1 milliard, exactement. Donc aujourd'hui, vous savez combien il y a de licornes dans la santé en France? Non? Non, citez des sociétés. Non, alors Blacklar, c'est une licorne, mais pas dans la santé. Non, Nicole, non, ça marche pas. Hein? WeFight, non, c'est tout petit WeFight. C'est pas mal, mais c'est petit. Doctolib, oui, Doctolib. Vous en connaissez une autre? Alors l'IFEN, pas encore. Franck est un type formidable, mais il n'est pas encore là, mais ça va arriver. Il doit être à 400-500 millions pour l'instant, il n'y est pas. Oui, qui a dit ça? Bravo, Alan. Vous pouvez dire ce que c'est, fort? Voilà, c'est une mutuelle. Hein, c'est une mutuelle. Enfin, voilà, pour les entreprises, effectivement. Donc c'est du domaine de la santé, effectivement. Et c'est une licorne. Une autre? C'est pas évident. Hein. C'est Dental Monitoring. Vous la connaissez pas? Elle s'occupe d'implants dentaires. Et si, il y en a qui connaissent, voilà. Et c'est la 3e licorne française dans le domaine de la santé. Donc il y en a 3. Alors, il y a des places à prendre, hein, si vous avez envie de venir. Entre 2018 et 2022, 4 ans, la France est passée... Vous avez combien de licornes aujourd'hui? Vous avez une idée de total, hein, pas santé, mais total? Oui, combien? 25, exactement, 25. Il y a 4 ans, il y en avait 4. Voilà. Donc ça croît très vite. Donc il y a des tas de places à prendre dans le domaine en particulier de la santé. Et c'est ce que veut le gouvernement en mettant beaucoup d'argent dans ce domaine-là et en favorisant les partenariats. Parce que c'est en favorisant les partenariats qu'on va arriver à créer de la santé numérique. Parce que comme il a été dit tout à l'heure, si on ne favorise pas ces partenariats, le réflexe naturel du système de santé, c'est de rien faire. Donc il va bien falloir s'y mettre. Alors, quand on fait une petite comparaison avec d'autres pays qui sont plutôt avancés, les États-Unis ont un système de santé qui est complètement différent. Il n'y a pas un payeur unique, ce sont des mutuelles qui contrôlent l'ensemble du système, c'est-à-dire vous êtes affilié à une mutuelle, vous la payez, et cette mutuelle, elle contrôle les médecins, enfin elle a des médecins, des hôpitaux, etc. Et quand vous êtes affilié à cette mutuelle, vous êtes dans la filière de A à Z. Et donc, eux, ce qu'ils veulent, c'est augmenter leurs profits. Pour augmenter leurs profits, étant donné qu'il y a de la concurrence, ils ne peuvent pas diminuer la qualité des soins parce que sinon les gens vont ailleurs. Donc, pour augmenter leurs profits, il faut absolument trouver un moyen de diminuer ce qui coûte cher. Ce qui coûte cher, le plus cher, c'est l'hôpital. Et donc, les États-Unis sont en train d'abandonner un système très hospitalo-centré. En France aussi, on est très hospitalo-centré. On aime bien aller à l'hôpital. On adore aller à l'hôpital. Quand on s'est un peu cassé le bras, on se dit tiens, je vais aller à l'hôpital, ça va être sympa. Voilà. Donc, on aime beaucoup ça. Alors que pour ce que j'avais, j'aurais pu aller chez le médecin du coin, vraisemblablement. Mais non, on aime aller à l'hôpital. Donc, les États-Unis vont abandonner petit à petit le système hospitalo-centré grâce au digital, en mettant les gens chez eux. Parce qu'il y a un réservoir incroyable de lits hospitaliers chez vous, enfin chez chacun d'entre nous. Et donc pour ça, il faut vraiment avoir un partenariat sur toute la chaîne et faire en sorte que les hôpitaux, les médecins de ville, les patients collaborent avec le monde du digital pour que ça fonctionne bien. Donc les Américains sont... Alors vous pourrez dire, oui, mais aux États-Unis, c'est moins équitable, et c'est vrai, puisqu'il faut payer pour y arriver. Et si on n'a pas beaucoup d'argent, on a un système de base qui n'est pas fantastique. Mais donc, par contre, le système, quand on peut le payer, est un système beaucoup plus efficient qu'en France. La deuxième chose auquel je voudrais comparer le système français, c'est le système israélien. On a eu la chance de faire un voyage d'études avec un laboratoire pharmaceutique au mois d'octobre. Et on a vu un petit peu, et le système israélien est un système alors, plus condensé, et c'est un plus petit territoire, mais des médecins, par exemple, des médecins hospitaliers sont considérablement aidés quand ils ont des bonnes idées et que ça vaut le coup de les mettre sur le marché, sont considérablement entourés, aidés, à la fois par des professionnels du business, des investisseurs
y compris des investisseurs d'État, etc., et des professionnels du marché, pour mettre en place leurs initiatives. Il y a autant d'incubateurs en Israël qu'en France, pour une population qui est 10 fois plus petite. Donc voilà, ça fait un peu réfléchir. Et on se dit qu'on a encore les moyens de s'améliorer ici. Alors la France est un système qui s'améliore, qui est un peu trop vertical. Mais aujourd'hui, depuis 3 ans, sous l'impulsion du président actuel et de la ministre Buzyn, il y a eu vraiment une accélération très forte, avec une vision qui s'appelle France 2030, France Relance, France 2030 dans la santé numérique qui est extrêmement fort, et qui facilite les partenariats. Donc, as a conclusion, ce qui est vraiment important, c'est que vous soyez vraiment à l'écoute de toutes les possibilités de partenariat. Alors, le système français étant ce qu'il est, la région, c'est très bien. Le jacobinisme français fait que Paris, c'est encore mieux. Alors, c'est affreux de dire ça, hein, mais il y a beaucoup de décisions qui se prennent là-bas. Il y a beaucoup de sièges de grandes entreprises qui sont là-bas. Et tout à l'heure, Monsieur Pardo disait « Ayez des médecins et des businessmen dans votre entourage quand vous faites du digital en santé ». Je vous dirais aussi « Ayez des lobbyeurs qui savent entrer dans les bons endroits, là où on paye, là où on prend des décisions, parce que c'est aussi comme ça que ça marche. Ça ne veut pas dire qu'il y a de la corruption, ça veut simplement dire que quand les gens vous connaissent, c'est beaucoup plus facile. Et donc, c'est très important que vous expliquiez bien ce que vous faites au bon niveau. Voilà. Donc, je crois que c'est à peu près tout. Je conclurai vraiment en disant que moi, ce que j'aimerais, et c'est quelque chose qu'il faudrait demander aux candidats à la présidentielle, c'est qu'il y ait partout et de plus en plus des directions transverses d'innovation. Il commence à y en avoir dans les hôpitaux, en particulier dans les grands hôpitaux. Il commence à y avoir ça dans l'industrie pharmaceutique et du dispositif médical. Il commence à y avoir ça au niveau des agences de l'État. Mais, par exemple, il n'y en a pas à la CNAM. Par exemple, chez le payeur, il n'y en a pas, et c'est vraiment un drame. Parce que du coup, ils ne sont pas très ouverts, ils ne comprennent pas très bien. Et parce que ces directions de l'innovation sont des directions transverses qui irriguent et qui viennent faire participer aux différents partenariats l'ensemble de leur organisation. Donc, c'est quelque chose qu'il faut demander avec beaucoup de force, qu'il y ait un maximum de directions transverses dédiées à l'innovation et au partenariat. Voilà. Bon courage pour le Health Camp. Je vous souhaite à tous et à toutes de gagner. Hein. Voilà. Dimanche après-midi, Digital Pharma Lab remettra un prix. Donc, voilà, j'espère que ceux qui gagneront ce prix et les autres, vous serez très satisfaits. En tout cas, travaillez bien d'ici là. Merci beaucoup. Merci à toi, Pascal, de nous avoir partagé ton expérience. Effectivement, tu resteras avec nous tout le long du hackathon pour effectivement remettre un prix à l'issue de dimanche. Un grand merci à toi.